Bonjour à toutes et à tous. Je laisse les dernières personnes s'installer. Alors, je suis ravie que nous soyons tous ensemble ici ce matin, donc à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, et non pas la Journée de la femme, pour mettre en lumière les parcours donc, de femmes inspirantes dans le secteur de la construction. Alors, avant ça, un petit point sur Léonard. Est-ce que vous connaissez déjà le lieu? Est-ce que vous pouvez me dire en levant la main si vous êtes déjà venu? On a pas mal d'habitués. Bon, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, pour les personnes qui ne connaissent pas, je me permets un petit point de présentation, hein. Donc, Léonard, c'est la plateforme d'innovation de Vinci qui a ouvert en juin dernier. Donc, c'est une résidence d'innovateurs pour les innovateurs de Vinci. Nous en avons une parmi nous. Elle vous racontera un petit peu son parcours et deux startups. Mais c'est aussi un lieu de rencontre, donc comme la rencontre que nous avons ce matin, on en fait régulièrement. La dernière rencontre que nous avons pu faire était une soirée sur la résilience et les solutions innovantes pour préparer les territoires demain. Et notre prochaine rencontre, je vous referai une petite page de publicité à la fin de notre matinée, donc sera le mardi prochain, 12 mars, sur l'IA. Alors, commençons donc dès maintenant sur être une femme dans le BTP, mission possible, hein, c'était notre première slide. Alors bon, c'est une affirmation qui peut paraître évidente, il n'y a pas un gros stop sens interdit pour les femmes quand on veut se lancer dans la construction. Toutefois, le BTP reste un secteur où les femmes sont peu représentées, avec seulement 11% de femmes salariées et 3% de dirigeantes. Souvent donc représenté comme un métier physiquement contraignant, c'est une image erronée hein, du secteur, vous verrez ce matin, qui complexifie le recrutement des femmes. Donc comment faciliter les vocations et renforcer la mixité, qui est un gage de performance et un gage de compétitivité. Du coup, comme un modèle vaut bien des discours, comme je vous ai dit ce matin, donc nous aurons 5 femmes au parcours exemplaire hein, dans le secteur de la construction qui vont témoigner. Mais avant ça, je laisse le micro à Thierry Covello, donc directeur développement RH et diversité de Vinci, pour introduire le sujet et rappeler notamment les objectifs de Vinci en matière de diversité. Voilà. Je vous laisse le micro juste ici. Merci, bonjour. C'est très bien que vous puissiez avoir des échanges sur ce sujet qui nous préoccupe, puisqu'on était encore hier avec certaines d'entre vous à Toulouse pour une table ronde qui tournait autour des mêmes sujets. La vertu de ces réunions, c'est les échanges que vous pourrez avoir. Moi, je suis juste là pour planter le décor, pour vous dire que c'est un sujet qui retient toute notre attention, ce d'autant plus qu'on a des résultats assez nuancés, et je vais vous donner quelques indications pour vous permettre de situer le sujet. Très brièvement, Vinci, c'est 212 000 personnes dans le monde, dans 135 pays. Il y a 13% de femmes qui irriguent l'entreprise, avec des particularités, c'est qu'on a une activité contracting et puis une activité concession. Alors évidemment, les concessions, c'est beaucoup plus féminisé que le contracting. Simplement, comme ce sont de tout petits bataillons, il y a très peu de salariés dans ces entités-là, le 13%, je vais le dire comme ça, est plutôt flatteur. Il est d'autant plus flatteur que dans nos activités contracting, en général, il y a 70% d'ouvriers. Et là, on retombe à plein dans le petit postulat qu'affirmait la personne qui m'a précédé, c'est-à-dire BTP égale force physique égale mec. C'est un truc dont on a du mal à sortir. Et sur l'effectif ouvrier, à part quelques belles histoires de grutières, de choses comme ça, bon, c'est éminemment masculin. Par contre, si on déplace le curseur vers le management, là, on a aujourd'hui 23% de femmes qui sont managers au sein de nos entités. Et là, pour le coup, le gros des troupes est plutôt dans la partie contracting. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Quelques indications en vrac, hein. Quand on fait l'analyse de toutes les écoles qui nous intéressent en termes de débouchés dans l'activité contracting, quand on somme les choses, on a 24% de féminisation dans ces écoles. Alors, avec des grosses variations. Hier, on était à l'INSA Toulouse. Dans le département génie civil, il y a 35% d'étudiantes, mais il y a des écoles où le chiffre est beaucoup plus faible, et donc en moyenne, 24%. 23%, disais-je, de femmes managers, c'est en même temps 24% de nos recrutements. Donc vous voyez qu'on recrute à peu près à due proportion des jeunes femmes qui irriguent les écoles, qui ont vocation à naturellement conduire à nos activités.
avec des constats très très variés. Et moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Quand on regarde la carte du monde, on s'aperçoit que, et c'est assez contre-intuitif, que par exemple, on a des très très faibles taux de féminisation sur le continent sud-américain. Alors, bon, je sais que ça peut paraître un peu macho, mais en même temps, c'est un continent où encore récemment, il y avait 3 femmes présidentes de la République, ce qu'on a assez peu en Europe. Donc, il y a une petite contradiction qui peut-être mérite de s'y arrêter. A contrario, en Afrique, qui ne passe pas pour le continent le plus féminisable aisément, ben là, on a des taux de managers femmes plutôt plus forts que dans d'autres parties du monde. Donc, le constat, la photo, grossièrement, c'est celle-là. Ça nous satisfait évidemment pas complètement et ça nous pose 2 types de problèmes. Jusqu'à un passé récent, nos équipes dirigeantes, les gens qui pensent pour nous, qui ont plein de plumes sur la tête, partaient du principe que tout ça était un phénomène assez simple, qu'il suffisait de laisser passer un peu de temps, que les écoles se féminisaient, que nos recrutements se féminisaient et que par l'effet du temps qui passe, on finirait par avoir non seulement un vivier entre guillemets important de femmes sur les premiers niveaux de responsabilité des managers de notre entreprise, et puis que le temps passant, chemin faisant, ces femmes accéderaient à des responsabilités plus visibles et donc finiraient par irriguer les COMEX, CODIR, etc. Voilà, que tout ça se ferait naturellement et qu'il n'y avait pas de problème. Et puis ce dont on s'est aperçu, c'est que ce n'était pas tout à fait le cas, que le stock, entre guillemets, de femmes... on l'avait depuis un certain temps. Alors, il était plus faible. Il y a une dizaine d'années, on avait 15% de managers femmes. Donc, en 10 ans, et avec des décisions un peu commentées, ressassées, rappelées, on a fini par décoller un peu la pulpe. Les choses se sont améliorées. Même si le résultat n'est pas fantastique, il est plutôt convenable. Quand on projette le rythme sur lequel on arrivera à la mixité en 2047. C'est-à-dire qu'en 2047... si on suit la même courbe, on aura 40% de femmes managers dans l'entreprise. Voilà. Il y a deux sujets, pour ne pas être trop long, sur lesquels on essaye d'intervenir. Il y a déjà tout ce qui concerne le recrutement. Sur le recrutement, on a clairement un problème. On ne peut pas capter beaucoup plus de femmes que celles qui, en proportion, se trouvent dans les écoles d'ingénieurs. Donc ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'engagement et d'application, et avec le partenariat d'une association sur laquelle j'attire votre attention, qui s'appelle Elle Bouge, qui est extrêmement intéressante, et intéressante tant et si bien qu'on a décidé de la loger chez Vinci, c'est-à-dire qu'on l'abrite, alors qu'elle n'a rien à voir avec nous au départ. Et c'est une association dont la finalité est d'amener des lycéennes, de sensibiliser des lycéennes aux vertus des métiers techniques. Très, très sommairement, on constate qu'en terminale S, je prends cet exemple, ce n'est pas exclusif, mais c'est quelque chose qu'on a bien tous dans la tête, il y a à peu près 50% de jeunes garçons, 50% de jeunes filles en terminale S. Et puis par un effet curieux du hasard, quand on arrive dans les filières techniques, on passe à 75% de garçons, 25% de filles. A contrario, quand on va dans les filières biologie, paramédicales, etc., ça s'inverse, il y a 75% de jeunes filles, 25% de jeunes garçons. Et donc tout le travail de cette association consiste à visiter des lycées, à les amener, par exemple quand on fait un Vinci Camp sur les centres INSA, à chaque fois on amène les lycéennes, une partie des lycéennes qui sont dans des classes qui préparent ou qui ouvrent la perspective de métiers techniques, on les amène, on leur fait visiter le campus, on leur fait rencontrer des collaborateurs, des collaboratrices, pour leur vanter les vertus et la capacité qu'elles auront très probablement à s'épanouir dans des métiers techniques. Donc ça, c'est le levier qu'on essaye d'utiliser. C'est un travail de longue haleine, mais on ne désespère pas progressivement d'avoir une capacité à capter plus de monde pour intégrer l'entreprise sur des filières techniques. Et l'autre sujet où là, clairement, on n'est pas très bon et où on a une prise de conscience un peu tardive, pour les raisons que je vous expliquais précédemment, à savoir il suffit de laisser le temps passer et tout va s'arranger. On a un leader munificent qui a récemment fait son outing sur le sujet, qui a reconnu s'être trompé en réalité et que le temps qui passe ne réglerait pas le problème. Et qu'il nous faut être plus volontariste sur le fait qu'on ne retrouve pas dans les différentes strates de l'entreprise une proportion, même partielle,
du vivier dont on dispose à l'allumage. Et donc tout le travail qui nous reste à faire maintenant, c'est de veiller à ce que, quand on a un quart de notre effectif manager qui est féminin, qu'on retrouve avec des responsabilités plus visibles, une proportion, et de plus en plus visible, une proportion de plus en plus importante de femmes. C'est le sujet qu'on a devant nous. Alors il y a eu des décisions de prise, une politique posée. Bon, on va voir les effets que ça va produire dans le temps, mais on est très désireux, attentif de voir ces chiffres s'améliorer, puisqu'il y a bien un moment où il faut qu'on fasse un peu d'arithmétique. Hein. Et par exemple, on a dans nos CODIR et nos COMEX un peu moins de 9% de femmes. La décision qui a été prise, c'est de veiller à ce que dans 2 ans, on double ce chiffre. Alors c'est un objectif, on sait très bien que les objectifs, on ne les tient jamais, mais ils ont une immense vertu, c'est que quand on fixe un objectif, il y a une courbe qui s'accélère. On n'arrive jamais là où on avait prévu d'arriver, mais on parcourt un bout du chemin. Je vais l'éclairer autrement. Il y a 3 ans, on a décidé d'être à 25% de femmes. C'était un objectif qui était posé au niveau de notre management. Bon, on n'a pas atteint les 25%, mais on est passé de 18 à 23. Donc ça a eu un effet véritable, sensible, perceptible, effectif. Et on a les plus grands espoirs pour que les décisions récemment prises arrivent à nous permettre d'atteindre cette ambition. Simplement pour rejoindre un peu le sujet qui va vous animer ce matin, on en parlait aussi hier et c'est bien qu'on le partage. Et c'était là, la vision était pleinement partagée par 3 ou 4 jeunes femmes qui étaient là dans des métiers techniques au sein du groupe Vinci. C'est que les choses sont quand même devenues beaucoup plus faciles. Moi qui travaille depuis assez longtemps dans ce groupe, je me souviens d'époques où c'était quand même plus compliqué. Et je vais donner un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui au sein du groupe, il y a autant de managers hommes que de managers femmes à temps partiel. Et là, on est sur des problématiques de temps partiel choisis. Ce sont des gens qui, pour des raisons personnelles, décident de prendre leur mercredi, leur vendredi, je ne sais quoi. Et alors, je suis un peu malhonnête parce que comme on a 3 fois plus d'hommes que de femmes, si je vais au bout de la logique, c'est pas tout à fait la même chose, mais en quantité, en numéraire, on a exactement dans le groupe le même nombre d'hommes, pas forcément jeunes d'ailleurs, à temps partiel, que de femmes à temps partiel. Et ça, c'est un signe fort, parce que je pense qu'il n'est pas beaucoup plus simple pour un manager homme d'aller voir son patron quand il a une responsabilité sur un site de production et de lui expliquer qu'il est désireux de passer à 80% ou à 75% de temps de travail, que pour une jeune femme de faire part d'une maternité, du souhait de travailler à temps partiel, etc. etc. C'est, à mon avis, la problématique à laquelle s'oppose ce collaborateur au regard de la posture de son patron qui est souvent grisonnant, bedonnant et qui... je me fais un peu plaisir. Non mais la caricature a une vertu, c'est qu'elle permet de bien situer les problèmes. Et qui lui projette forcément la façon dont il a grandi dans l'entreprise et imagine que les gens qui vont lui succéder sont exactement dans le même mindset, eh ben, ça les oblige aussi à bouger parce que là, pour le coup, cette demande, elle est complètement dégenrée. C'est-à-dire qu'on est obligé, et ils commencent à l'intégrer, alors ça se fait au chausse-pied, hein, ce n'est pas des choses naturelles, mais ils finissent par comprendre que l'entreprise de demain sera plus tout à fait celle qu'ils ont connue, que les chemins que chacun va parcourir sont plus tout à fait ceux qu'ils ont parcourus eux, et que finalement, c'est pas une situation, on n'est pas dans une logique de goût, de bon vouloir ou d'intention. On est dans une logique où il faut composer avec ça, qu'on y soit attaché, qu'on y soit sensible ou qu'on y soit totalement réfractaire. C'est-à-dire que c'est no way, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et donc il faut que tu te mettes dans cet état d'esprit-là, puisque sinon tu n'auras plus personne dans tes équipes. Si tu n'es pas capable, si tu veux absolument que le gars soit blanc, breton, issu de l'ESTP, capitaine de l'école de rugby et qui travaille 20 heures sur 24, ça n'existera plus. Donc il faut que tu composes, il faut que tu fasses avec la matière dont tu disposes. Et tu t'apercevras très très vite qu'en fait, comme le boulot c'est aussi des bons et des moins bons moments, le fait d'avoir des gens qui ont des sources d'équilibre
à l'extérieur de l'univers professionnel, ben, ça s'avère être très vite quelque chose d'extrêmement positif, plutôt que quelque chose avec lequel il faut composer. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop long. Je suis désolé, je ne peux pas rester, j'ai une obligation derrière. J'espère que vous aurez des échanges riches et fructueux, et puis que vous aurez plein d'idées qui nous remonteront via Claire pour qu'on puisse encore améliorer nos pratiques pour être plus efficient sur ce terrain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry. Alors, place maintenant à nos intervenantes et à leurs témoignages. Et nous allons commencer avec Valérie Doré-Roqueta, qui est directrice de projet chez Vinci Construction France et qui va nous parler grands projets. Alors. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ma vie, mon œuvre. Ah oui, c'est pour lancer ? Oui, d'accord. Bon, bah, tout a très très mal commencé pour moi, parce que je suis arrivée dans une famille où on attendait un garçon. Donc voilà, bon, après, il ne faut pas y faire une analyse psychologique à outrance, mais c'est quand même la réalité. Ensuite, j'ai fait des études, on va dire, classiques d'école d'ingénieur, et j'avais toujours voulu rentrer dans les TP. Quand j'étais gamine, on m'appelait Madame Bouygues. Bon, désolée, mais c'est vrai, en plus, on m'appelait Madame Bouygues. Et puis, mes parents, avec bienveillance, quand j'ai choisi mon école d'ingénieur, m'ont dit, écoute, fais une école généraliste, parce que je voulais faire le STP, forcément. Fais une école généraliste, parce que si jamais ça marche pas en STP, tu pourras faire autre chose. Bon, j'ai écouté, j'ai fait effectivement une autre école. Je suis ingénieur civil des mines, et puis, mais quand même, j'ai voulu faire mon stage de fin d'études dans les TP. Et c'est là que je suis rentrée chez Vinci pour, on va dire, ne plus en ressortir à ce jour. Voilà. Donc j'ai eu une activité essentiellement de travaux. 25 ans chez Soletanche Bachy, donc une filiale de Vinci, enfin filiale depuis 2007. Je me suis attelée à fonder ma crédibilité sur la compétence technique. Donc j'ai toujours voulu être une professionnelle à l'égard des hommes, enfin à l'identique des hommes. Donc après j'ai des tas d'anecdotes à vous raconter à mes débuts sur chantier, parce que donc j'ai démarré il y a 25 ans maintenant. Et donc j'ai eu la chance quand même, pour que ça marche, de rencontrer des hommes qui m'ont donné la chance, qui ont cru en moi, qui ont confiance dans la vie professionnelle et aussi dans la vie privée, parce que cette aventure professionnelle, c'est une aventure personnelle, mais je n'aurais pas pu la vivre si mon mari ne m'avait pas accompagnée. Donc ça, c'est important de le dire. Je pense que moi, sans des hommes autour bienveillants et qui m'ont donné la chance, j'en serais pas là. Voilà, donc chez Soletanche, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné la chance. Je peux lancer peut-être mon truc, là ? Hein ? Pardon ? Il y avait de musique ? Ah bon, je ne sais pas qu'il y avait de musique. Oui, on enlève la musique, oui. Donc oui, j'insiste là-dessus, c'est que on a beaucoup parlé entre nous. Il y a une majorité dans la salle là, de femmes. Je suis ravie de partager ça avec elles. Mais je pense, pour reprendre ce que disait Thierry, c'est que on n'arrivera pas à avancer sur la mixité sans les hommes. Donc il faut les intégrer à notre discussion. Il y en a un certain nombre qui sont convaincus des bienfaits. Il faut arriver à convaincre les autres pour que tout ça soit naturel. Toute seule, on ne va pas y arriver, quoi. Voilà, c'est clair. Donc des anecdotes, parce qu'il y a quand même eu des trucs rigolos. Quand j'ai démarré, j'ai été sur un chantier en Belgique, et le client, le maître d'ouvrage, est allé voir mon patron à l'époque et il dit, écoutez, le chantier est difficile, c'est un jeune, en plus c'est une femme, on va pas y arriver, pas possible. Bon, donc à l'époque, mon patron d'époque m'a dit, si, il n'y a pas de problème, on lui fait confiance, etc. Et le client était quand même un gars relativement intelligent, parce qu'à la fin du chantier,
Il est venu me remercier, il est venu me féliciter. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez sport de sa part. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis toujours sur chantier. Alors malheureusement, les événements ont fait qu'on n'a pas pu y aller, mais il y avait une visite de prévue du chantier. Je vais vous montrer quand même des images. Voilà, donc c'est ce chantier qui m'occupe en ce moment. C'est le chantier de la ligne 12. Donc c'est un chantier, on va dire, essentiellement de travaux souterrains, avec la construction de 2 stations de métro sur la future ligne 12. Voilà, c'est un chantier qui a démarré en 2014. Moi, j'y suis arrivée au début 2018. Voilà, sur des problématiques de congélation qui étaient un peu mes compétences chez Soletanche. Et voilà. Juste quelques images de ce qui est mon quotidien. Je voulais dire, effectivement, pour reprendre aussi ce qu'a dit Thierry, c'est que je suis marraine d'Elle Bouge, du réseau Elle Bouge. Donc je suis convaincue, et par mon observation propre sur ma fille notamment, et sur les discussions que j'ai pu avoir, c'est que le sujet ne se joue pas en entreprise, il se joue avant. Effectivement, il faut aller convaincre les jeunes collégiennes et jeunes lycéennes d'aller vers des métiers techniques. Donc voilà, c'est toujours très intéressant d'échanger. Moi, je suis toujours surprise par les freins qui restent encore en 2018 sur ces sujets-là. Quand on échange avec des jeunes femmes, c'est toujours hyper étonnant. Donc voilà. Alors je voulais vous parler quand même de mes 2 plus beaux chantiers. Donc qui sont mes 2 plus belles réussites, ce sont mes 2 enfants. Et ma plus belle réussite, c'est que bon là, mon fils est encore un petit peu jeune. Mais ma fille fait des études techniques, elle fait des études d'école d'ingénieur, donc c'est une très grande fierté pour moi. Et puis sinon, j'ai fait des chantiers qui ont été un peu... qui ont eu un petit peu de communication. Je me suis occupée de la rénovation du Grand Palais à l'époque. Ça, c'était il y a 15 ans. En plus, j'étais enceinte à ce moment-là, donc c'était assez rigolo, parce que j'ai gros bidon, bon bref. Et puis, j'ai fait le chantier de prolongement de la ligne 4. Au-delà de la porte d'Orléans, où là, c'est pareil, ça a été un concours de circonstances pour que j'arrive à la direction de projet, parce qu'en fait, j'étais pas du tout... Soletanche Bachy, à l'époque, n'était pas mandataire du chantier, c'était l'entreprise du groupe Faya. Et comme ils ne trouvaient pas de patron de chantier et que j'étais sur place, ils m'ont dit, bon, tiens, tu veux pas faire ça? Allez, j'ai dit, allez, banco Lulu, on y va. Donc voilà, et puis ça s'est très bien passé. Techniquement, ça a été un sujet important, mais on s'en est sorti et on a même gagné de l'argent, un truc de fou, voilà. Donc voilà. Bon, alors moi la maxime que je m'applique, c'est qu'il faut oser, il faut toujours oser. Bon, même si on prend des échecs, parce que voilà, mais il faut oser, voilà. Merci Valérie. C'est un plaisir. Merci. Alors du coup, on va rester les 2 pieds sur le terrain avec Florence Gombard, qui est directrice de projet chez Petit Construction. Alors du coup, pareil. Non, pas besoin. Mais, le micro par contre. Ça marche ? Oui. Fantastique. Bonjour, Florence Gombard. Alors je vais commencer par une petite histoire. 2 petites souris tombent dans un pot de crème. Bon, le garde-corps défaillant, problème de PPSPS, plein de choses, quoi. La première petite souris, elle se débat, elle n'a pas pied. Elle se débat, puis elle abandonne, elle coule. La deuxième qui voit ça, elle se dit, c'est pas possible, moi je vais y arriver. Elle pédale, elle se dit, je vais y arriver. Et là, la crème se transforme en beurre. La petite souris monte sur le beurre et sort du pot de crème. Voilà. Bon, il y aura une conclusion à la fin. Comment je suis arrivée dans le métier de la construction ? Bon, alors moi, dans ma famille, personne travaille dans le BTP. Papa fait de la chimie, maman de la biologie. Mon grand-père, dès qu'il essaye de planter un clou, il se casse un doigt. Donc j'ai adoré les Legos, ça c'est sûr, effectivement. Et la révélation, je pense, c'est en terminale. Le mari de ma prof de maths était sur la construction du pont de Normandie. Et on a eu cette chance, justement, de pouvoir accompagner les équipes de construction, de pouvoir visiter le chantier, de savoir comment ça fonctionnait, de pouvoir interagir avec les ingénieurs là-bas.
Et j'avais cette impression, en fait, d'être tombée dans un vivier de géotrouve-tout qui découvrait de nouvelles méthodes de travail, qui inventait des outils pour construire des petits Léonard de Vinci. Et ça m'a bien plu, voilà. Donc, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, etc. et tout. Allez, petite anecdote de difficulté. Mon premier entretien pour un stage. Voilà. Premier entretien pour un stage. Je suis jeune, j'ai 20 ans. J'ai fait mes 30 lettres de motivation. Je me présente. Je suis la seule fille dans la file d'attente, bien évidemment. La porte s'ouvre. Le RH est une femme. Je me dis, chance. Arrive mon tour. Je m'arrive, je m'assois et tout. Et là, l'entretien le plus hallucinant que j'ai jamais vécu. Elle m'a parlé de son chat. Elle m'a demandé si j'aimais les chocolats. Elle m'a demandé comment s'appelaient mes grands-parents. Et donc à un moment, je lui ai dit, mais quand est-ce qu'on parle de moi, de ma motivation jamais, hein, parce que bien évidemment, une femme dans la construction, elle trouvait que c'était pas vraiment possible. Voilà. Bon, je suis partie de là, j'avoue, j'avais la boule au ventre, hein, j'avais les yeux qui étaient un peu humides. Je me suis dit, ah là là, ça commence mal. Dans quoi je me suis embarquée? Bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, ça c'est ma devise. J'étais passionnée par les ponts. J'ai envoyé 30 lettres chez GTM pour partir sur le chantier du Canada, faire un pont et tout. Ils m'ont dit, Mademoiselle Gombard, pas possible, il faut au moins 6 mois. Là, c'est un stage de 2 mois. Mais on vous propose de faire des ponts en Normandie. Voilà. Et je dis, super, j'y vais. Allez, c'est parti. Stage ouvrier, hein. Ouvrier. Je suis arrivée, GTM, au dépôt. Ils m'ont donné ma salopette verte, ma veste verte, mon pantalon vert, mes bottes, mon casque, ma tenue de Playmobil. Ils m'ont dit, allez hop, à La Chelle, construire des ponts. La Chelle, c'est une raffinerie. Construire des ponts et rencontrer mon chef de chantier, Bruno, 55 ans. Je suis partie, impeccable. Bon. Puis j'arrive, je me dis, bon, c'est super ici, où est-ce qu'on construit le pont? Parce que pour moi, le pont, c'était au moins le pont de Normandie, quoi. Hein. Bon. Alors on construisait des ponts, mais des ponceaux. Hein. Si vous ne savez pas, vous allez sur Google, c'est des tout petits ponts. Voilà. Ça fait 15 mètres de long, tout petit. Voilà. Mais la particularité, alors je suis arrivée, Bruno m'accueille, donc déjà, une fille, bottes, casque, etc. Problème, hein, pas de vestiaire, les filles. Hein. Heureusement qu'avec ma maman, on avait trouvé le truc. J'avais carrément capuchonné le fauteuil, il me prêtait sa voiture, le fauteuil de conducteur. Je m'habillais dans mon costume de lumière le matin, je partais habillée comme Nicolas le jardinier, là, pour aller bosser. Après, quand j'avais fini, je remontais tout habillée dans ma voiture, hein, bien protégée. J'arrivais à la maison, douf, direction la baignoire, je me déshabillais, et comme ça, j'étais tranquille. Voilà. Je suis arrivée là-bas, Bruno m'a accueilli. Bon, il n'était pas chaud, hein, on va être très clair. Il n'était pas chaud, il m'a accueilli. Il m'a dit, bon, allez hop, on va sur le chantier. Il m'a fait un carré à la bombe, 2 mètres sur 2 mètres. Il m'a filé une pelle, puis il m'a dit, allez, à dans 2 heures. Ouh. J'ai dit, ouh. Bon, j'ai fait ça pendant 2 semaines quand même. Hein. Bon, j'avais une chance formidable, c'est que le conducteur de travaux de Bruno, c'était une femme. Alors je me suis dit, chance. Je vais voir comment ça se passe. L'enfer, la guerre des roses. Ils s'entendaient absolument pas. Voilà. Donc Bruno se plaignait parce que la conductrice de travaux l'écoutait pas, elle le trouvait bourru, bien évidemment macho, enfin tout le truc et tout. Bon, j'étais jeune, puis moi finalement j'ai regardé, puis je me suis dit bon, il va peut-être falloir qu'on trouve une solution, quoi, parce que si dans toute ma vie il faut que je lutte contre mon chef de chantier, si je veux faire conducteur de travaux, ça va pas être terrible quand même. Et j'ai appris beaucoup de choses avec Bruno. D'abord qu'il aimait bien la confiture de maman, ça aide, voilà. Et puis qu'il faut, c'est lui qui avait le savoir. Moi j'étais à l'école, je sortais de l'école, je connaissais rien, hein, bon, et lui il connaissait tout. 30-50 métiers, tout. Donc le vivier, c'était lui.
C'était lui, mon Google. Voilà. Donc, écoute, humilité. Il faut être humble. Hein. Quand vous passez deux semaines à creuser un trou, etc., je peux vous dire, vous êtes humble. Hein. Voilà. Il faut être humble. Et puis, curieux. Poser des questions. Un maximum de questions. Voilà. Allez, petite anecdote. Sur chantier. Allez, comme dirait Karl Lagerfeld sur les gilets jaunes, c'est jaune, c'est moche, ça va avec rien, mais ça vous sauve la vie. C'est la même chose pour les bottes de chantier. Voilà, c'est beige, c'est moche, ça va avec rien, mais ça peut nous sauver la vie. La place de la féminité sur un chantier. J'avais une stagiaire qui sortait de HEC. Puis j'avoue qu'à chaque fois qu'elle est sur le chantier, elle oubliait de mettre ses bottes. Normal, c'est moche, etc. Bon, je me suis dit, il va falloir qu'on trouve un truc quand même, parce que c'est quand même important, pour pas qu'elle l'oublie. Un soir, j'ai réfléchi, j'ai pris ma bombe, toujours de peinture rouge, j'ai peinturluré toutes ces semelles. À l'époque, je travaillais chez L'aîné de l'eau. Je lui ai mis un petit mot le matin, et je lui ai mis « Voilà, t'es l'aîné boutin ». À ne pas oublier tous les matins. Voilà. Et bizarroïdement, au bout de 2 jours, toutes les filles qui travaillaient sur l'opération avaient des semelles rouges. Voilà. Petite anecdote. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Ouais, je vous passe des vidéos de chantier, là, c'est plein de vie. Allez. Ben, je vais vous parler d'un chef de projet. Allez, Monsieur de Dieu, chef de projet chez Renault. C'est un peu une autre période, c'est une autre époque. Macho, hyper dur. Odieux, avec des propos qui aujourd'hui n'auraient plus leur place, quoi. Donc je ne les citerai pas. Je suis arrivée sur une opération en perdition. Mon patron m'envoie là-bas. 3 mois pour finir, 3 mois de retard, un enjeu terrible. Une usine de construction chez Renault pour les moteurs, bref. Avec bien évidemment des grosses pénalités de retard. Et le patron de chantier, le client, on va dire, le chef de projet chez Renault, Monsieur de Dieu. Alors vous imaginez qu'avec un nom comme ça, il avait une grande estime de lui-même. Voilà. Donc il m'envoie justement là-bas. Au bout de 3 jours, je ne l'avais pas encore rencontré. Voilà, lors d'une réunion, j'entends une voix d'outre-tombe qui sort et qui dit Florence, puisqu'il me tutoie, je suis très déçue. Tes patrons m'avaient dit qu'ils allaient envoyer quelqu'un de compétent, avec de la boutique, etc. et tout. Et c'est toi qui arrives. Alors à l'époque, effectivement, j'avais 27 ans, j'étais une fille, j'étais blonde. Alors franchement, pour un gars comme ça, d'une autre génération, un peu comme dans les dinosaures, j'étais pas forcément dans le moule. Il a appelé mes patrons, pour leur dire bah non, ça va pas, un petit peu comme toi. C'est une fille, c'est hyper important, elle est jeune, elle va jamais y arriver. Chance, effectivement, mes patrons m'ont soutenu, ont dit non, c'est Florence qu'il te faut, et elle va débrouiller le chantier. Alors comme il était vexé que je reste, et de ne pas avoir été écouté, il est venu me voir, et il a dit maintenant on parie. Florence, je parie. Je parie que le 1er décembre, c'est à Sainte-Florence en plus, le 1er décembre, il se passe toujours des trucs comme ça, et tout. Vous n'aurez pas fini l'opération. Et en gros, ça se dit pas non plus, mais j'aurais gagné, vous aurez des pénalités, puis c'est moi le plus fort, quoi. Eh ben, ça vous donne envie de vous dépasser, d'aller encore plus loin. Il parie, avec son air arrogant, comme ça, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous défoncez. Vous y allez. Faites tout ce qu'il faut. On a bossé le jour, la nuit, les samedis, les dimanches, le truc, le machin, etc. Et le 1er décembre, 17h, je suis là. Tout est fini, tout est beau, c'est propre. Ça sent bon, monsieur propre. Bottes, casque, dans ma tenue de Playmobil de lumière. Je l'appelle et je lui fais « Monsieur de Dieu, bah alors, vous venez ?»« Ah, je peux pas, je suis en rendez-vous, etc. » Je dis hey, « On est le 1er décembre, hein. Un pari, ça s'honore. Je vous attends. » Je l'ai attendu jusqu'à 22h30, mais je l'ai attendu. Pour qu'il se rende compte qu'il avait perdu et que j'avais gagné. Enfin, nous avons tous gagné. Pas oublier que le travail d'un chantier, c'est une équipe. Vous avez beau être le meilleur conducteur de travaux du monde, si vous n'avez pas les gars, si vous ne fédérez pas les hommes
qui fond en dessous, ça ne fonctionnera pas. D'accord ? C'est ce que je répète à mes conducts tous les jours. Je dis, bon, conducteur de tableau, c'est bien, moi je veux des conducteurs de travaux. Voilà. Donc je remercie Monsieur de Dieu avec un petit peu de recul, hein, parce que finalement il m'a fait ma pub, hein, puisque effectivement il était quand même assez bon joueur à la fin, puisqu'il a dit partout, c'est la première fois que je perds un pari, en plus contre une femme et qui est plus jeune que ma fille. Voilà, donc la totale. Et à chaque fois qu'il montait un projet comme ça pour Renault, alors des gros chantiers au Maroc, machin, etc., il appelait mon patron en disant Florence est disponible, ouais j'aime bien Florence. Alors, mon patron avait bien compris qu'une fois c'était bien, mais pas tout le temps. Donc il me trouvait des excuses. Donc j'ai fait un seul chantier avec Monsieur de Dieu. Mais juste pour vous dire, c'est un petit peu la maxime de ma mère. Ma mère dit, elle est polonaise, Nimo złego, bez to złego. Ça veut dire, il n'y a jamais un mal sans un bien. Voilà. Donc au départ, quand vous arrivez, vous avez boule au ventre, vous avez un client qui est puant, etc. Et finalement, à la fin, il vous a fait grandir, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Prendre les choses dans le bon sens. Voilà. Bon, il faut que j'arrête. J'en avais plein d'autres, hein, mais ce sera pour la prochaine fois. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Oui, je suis obligée de faire maintenir un timing d'enfer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Je laisse la place à Alice Blouette, qui est notre intervenante multicasquette, à la fois ingénieure chez Fraissinet et intrapreneur chez Léonard. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice Blouette et donc je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience et de vous confirmer que oui, c'est possible, on peut s'épanouir dans le BTP quand on est une femme. Donc moi, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je survis dans ce milieu et je vais bien. Pour vous tracer d'abord les grandes lignes de mon expérience et de mon parcours, donc j'ai commencé mes études par une prépa scientifique parce que j'aimais les maths et j'aimais les sciences, mais je ne savais pas encore bien ce que je voulais faire. Moi non plus, j'avais personne dans mon entourage qui faisait de la construction. Et il se trouve que quand j'étais en prépa, il y a la construction du pont de Térénès qui a débuté juste à côté de chez moi, dans le Finistère. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique ouvrage, c'est un pont qui a la particularité d'être à la fois haubané et courbe, ce qui en fait une vraie prouesse technique, et en plus d'être un joyau architectural. Donc moi, j'étais complètement fascinée par ce chantier. Je suivais vraiment toutes les étapes. Et c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a motivée à poursuivre une carrière dans le domaine de la construction. Donc j'ai choisi une école d'ingénieur dans la construction, j'ai rejoint les Ponts et Chaussées, un département génie civil et construction. Et j'ai fait plusieurs stages plutôt en France et à Londres, mais après mes études, j'avais envie de voir du pays. Donc j'ai postulé pour plusieurs VIE, donc volontariat international en entreprise, et j'ai été retenue par Fraissinet pour un VIE à Hong Kong. Donc pendant 4 ans, j'ai été ingénieur méthode sur un chantier de pont. Donc ce qu'on appelle les méthodes chez Fraissinet, c'est toutes les études techniques qui ont attrait à la construction. Donc ça peut être du dimensionnement d'engins de levage pour le chantier, de structures temporaires, de procédures de levage. Et moi j'ai vraiment adoré cette mission parce que ça me permettait d'avoir à la fois un pied dans la technique, qui est vraiment mon domaine de prédilection, et un pied sur le chantier. Donc tout ce que je dimensionnais au bureau, toutes les structures, les procédures, j'avais la chance de pouvoir les voir en vrai sur chantier quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc ça a vraiment été une expérience très très formatrice. Puis suite à ça, je suis rentrée en France où j'ai rejoint le programme d'intrapreneuriat de Léonard. J'ai développé un projet autour de l'impression 3D du béton. Donc la particularité, c'est que c'était à Dubaï, donc je partageais mon temps entre Paris et Dubaï. Et puis l'an dernier, j'ai voulu revenir à un métier plus technique. Donc j'ai rejoint la division béton du département technique de Fraissinet. Donc j'y fais de la conception et du dimensionnement d'ouvrages de génie civil, et donc principalement des ponts. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, je travaille sur un pont à haubans courbe qui ressemble à s'y méprendre au pont de Térénès qui me faisait rêver quand j'étais en prépa. Donc j'ai un vrai sentiment d'accomplissement et j'adore mon métier. Au cours de mes différentes expériences, je pense que j'ai eu pas mal de chance. J'étais
pas mal entourée de femmes. Je pense que je fais partie de cette génération où les écoles d'ingénieurs commencent un petit peu à se féminiser. Nous, on était 20 à 30% au département génie civil et construction, donc bien plus que dans les départements finance ou informatique, par exemple. J'avais pas l'impression de faire partie d'une minorité. Même chose quand je suis arrivée sur chantier à Hong Kong, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je pense que c'était un des chantiers les plus féminins de l'histoire de Freycinet. On était 20 à 30%, avec y compris des femmes avec des postes à responsabilité. Et par contre, depuis mon retour en France au département technique, là c'est une vraie hécatombe. On est 5 femmes sur un effectif d'une 60aine de personnes. Et je suis la seule femme dans mon équipe, donc pour une 15aine de personnes. Donc là, pour le coup, je me sens vraiment en minorité et on me le rappelle tous les jours. Voilà. Au cours de mes différentes expériences, je pense que l'accueil de la profession a toujours été excellent, et notamment l'accueil des hommes. C'est vrai que sur chantier, au départ, on ne se sent pas toujours à sa place. Il y a quelques petits inconforts. Je me retrouve pas mal dans l'anecdote du manque de vestiaire. Je me rappelle d'un de mes premiers jours sur chantier à Hong Kong. On venait d'emménager dans des Algeco de chantier. Et les toilettes des femmes étaient fermées à clé et accessibles uniquement à notre client. Donc pas pour les sous-traitants, pas pour nous. Donc le directeur de projet prit les choses en main et finalement c'est lui qui est venu tenir la garde devant la toilette des hommes rien que pour moi. Donc c'était une situation plutôt cocasse et un peu gênante, surtout quand on est jeune et que voilà, on se sent vraiment un petit peu stigmatisé, mais bon voilà, c'était rien de méchant. Il y a des situations qui peuvent être aussi un peu impressionnantes. Moi j'ai fait une visite de chantier à Dubaï. Je me suis retrouvée face à une centaine d'ouvriers indiens qui me regardaient avec des yeux ébahis. Je pense que c'était une des premières fois qu'ils voyaient une femme sur chantier. Donc ça peut être un peu impressionnant, un peu déstabilisant, mais je pense que c'était vraiment pas un regard malveillant, c'est plus de la curiosité. Et moi je trouve que le chantier c'est vraiment un milieu plutôt accueillant pour les femmes parce que ou en tout cas qui le devient, parce que je pense que le chantier c'est vraiment une ambiance où tout le monde a le même objectif, c'est de faire avancer le projet, de faire avancer le chantier. Et du coup il y a une ambiance un peu familiale qui se crée où pour moi le sexisme n'a pas vraiment sa place. Alors je pense que du coup j'ai aussi un peu eu de bonnes expériences jusqu'à présent. Je pense que le contexte asiatique aidait beaucoup aussi parce que il y avait beaucoup de respect pour les femmes. Si je compare avec mon expérience en France à la direction technique, là aussi j'ai eu un super bon accueil de la part de mes collègues. Ils étaient aussi ravis de voir que voilà, une première femme qui arrivait dans l'équipe, ils étaient hyper heureux. Du coup ils me chouchoutent à fond. Mais par contre je sens une sorte de sexisme un petit peu ordinaire et assumé. Que je pensais pas entendre encore en 2019. J'entends par exemple, tu comprends, on peut pas embaucher trop de femmes à cause des congés maternité, ça poserait problème, ça va poser problème pour notre efficacité, etc. Je sens aussi le poids des stéréotypes de genre. On va plus facilement vouloir à une femme si elle est un peu stricte, si elle essaie de s'imposer, et même si elle réussit, on va beaucoup plus la critiquer et mettre le doigt sur ses faiblesses. Et ça, c'est une chose que je me suis rendu compte, notamment grâce à Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, dans son livre Lean In. Je vous recommande la lecture. Et moi, c'est des choses que j'ai entendues aussi au bureau, voilà, des critiques vraiment sur des femmes qu'on leur reprochait le fait qu'elles soient strictes, qu'on l'aurait pas fait autant pour un homme. Il y a une autre anecdote qui m'a marquée, c'est un collègue père de famille, père de jeunes enfants, qui fait de gros horaires, mettons minimum 8h, 20h, et qui me faisait remarquer que la femme qui était à son poste précédemment était carriériste et qu'elle pensait pas à ses enfants. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était pas de la provoque. Quand il me dit ça, il me disait ça vraiment d'un ton naïf et objectif. Il se rendait pas du tout compte de l'absurdité de son propos. Je pense que
y a aussi un autre frein à l'évolution des femmes dans nos métiers. Finalement, c'est nous-mêmes, parce que parfois, on a tendance à se sous-estimer, à se sous-évaluer, même parfois à refuser des opportunités parce qu'on ne se sent pas capable. Et ça, il y a des études qui le prouvent aussi. Donc je pense que c'est bien d'en prendre conscience, et c'est un premier pas vers la guérison. Notamment quand Claire m'a proposé d'intervenir, la première chose que je lui ai dit, c'est que je pensais qu'il y aurait sûrement des femmes avec plus d'expérience et plus intéressantes que moi. Je pense que... Et je pense qu'un homme, il ne se serait pas posé la question et il aurait foncé. Et le dernier point pour moi qui aussi limite l'évolution des femmes dans nos métiers, c'est le manque de rôle modèle féminin pour nous inspirer. Moi, quand je regarde tous mes managers, de mon N+1 à Xavier Huillard, c'est uniquement des hommes. Dans les comités exécutifs de Soletange Fraissinet, c'est 100% masculin. Pour moi, c'est vraiment un gros problème, parce que je pense que ça affecte vraiment l'ambition des femmes. Et du coup, dans un couple, quand il faut prendre une décision sur qui va mettre sa carrière en parenthèse, par exemple pour l'arrivée d'un enfant, ça va être beaucoup plus facilement, ça sera beaucoup plus facilement la femme qui va se mettre en retrait et qui va mettre sa carrière entre parenthèses. Donc, moi, c'est une fois que j'ai pris conscience de toutes ces choses que j'ai voulu rejoindre le réseau Women at Vinci Construction, qui a été initié par Claire Schnoring et Chloé Claire. Donc je pense que Claire va en parler un petit peu plus tard. Mais pour moi, le bénéfice que j'en retire, c'est en plus des séances de coaching et de développement personnel. Moi, j'apprécie vraiment de pouvoir être entourée par des femmes qui ont réussi, donc comme celles qui interviennent aussi aujourd'hui, parce que c'est vraiment inspirant et ça donne envie de se lever le matin et d'avoir de l'ambition au travail. Donc si j'ai un message à faire passer aux étudiantes qui sont, j'espère, parmi nous aujourd'hui, c'est que si la construction vous intéresse, vraiment ne vous posez pas de questions, foncez, parce que c'est un milieu qui se féminise et c'est un milieu où les hommes vraiment n'attendent que nous. Mais soyez prêtes à vous battre, parce que je pense qu'encore au jour d'aujourd'hui, en 2019, les femmes sont encore très loin d'avoir pris toute la place qu'elles méritent dans le milieu de la construction. Voilà. Merci. Merci Alice. Alors, c'est au tour de Sabrina Fantin, donc petite fille et fille de mineur. Elle est tombée dans la marmite du BTP quand elle était toute petite et elle est aujourd'hui directrice stratégie et développement chez Dodin Compenon Bernard. Merci Claire. T'as tout dit en fait, en quelques mots. J'avais prévu plusieurs introductions différentes. Et en fait, je te remercie. Je vais commencer par me présenter comme on le dit souvent. Moi, je suis Sabrina Fantin et je suis le quota. Voilà. Le quota de femmes au comité de direction, le quota de femmes au comité exécutif, le quota de jeunes, le quota issu de l'immigration. Bref, je suis le quota. Donc, j'avais pas pensé vous dire ça en démarrant. Et pour autant, quand j'ai entendu tous les témoignages, je me suis dit qu'effectivement, on était encore considérés comme des quotas, comme une part à avoir dans les entreprises pour tout un tas de choses. Alors c'est positif, c'est positif parce que moi j'adore mon travail. Je suis tombée dedans, effectivement, comme tu l'as dit, Claire, très petite. Je vais passer une photo qui me tient à cœur. C'est une photo d'un chantier qui a été réalisé en Isère dans les années 80. Et les personnes que vous voyez entourées, c'est les personnes de ma famille. Donc il y a mon papa, mon grand-père, mes oncles, mes cousins, mes grands-oncles, bref. Donc moi, comme vous l'a dit Claire, je suis vraiment tombée dedans quand j'étais petite. Et c'était évident pour moi que j'allais faire des travaux. Évident pour moi que j'allais faire des travaux souterrains. Parce que tous les jours, quand je voyais mon papa rentrer, il avait une banane d'enfer et était super content. Il l'est encore, puisqu'il est parti à la retraite il y a 9 mois. Et là, il a été rappelé pour travailler sur le Grand Paris encore. Donc voilà, c'était évident. Puis je me voyais pas autrement qu'avec des bottes beige, moches, un casque. Je trouvais ça top. Pour moi, c'était la beauté ultime. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est plutôt ça, ma tenue de chantier. C'est ce que je porte aujourd'hui.
puisque je voulais vous le dire et je vous en parlerai en conclusion, c'est que le BTP, c'est pas uniquement du béton, c'est pas uniquement des hommes qui construisent des ouvrages, c'est aussi tout un tas d'autres métiers, tout un tas de passerelles, de possibilités, à partir du moment où vous avez les chakras ouverts, ce qui a été mon cas. J'ai eu de très belles rencontres depuis mon papa, bien sûr, jusqu'à toutes les personnes qui m'ont accompagnée tout au long de ma carrière, des hommes, des femmes, des clientes, des clients. Bref, toutes ces personnes qui, comme moi, sont passionnées par le métier des travaux souterrains. Alors, il faut savoir que notre métier, il a en plus la valeur et le sens que d'autres professions n'ont pas. Puisque quand tous les matins, la plupart d'entre vous, j'imagine, sont venus ici en transport en commun, vous prenez le métro. Le métro, c'est nous qui le construisons. Donc ça, c'est nous qui permettons à des gens tous les jours d'être entre eux. C'est nous qui permettons à des familles d'avoir des logements. Et quand vous voyez la profession de ce point de vue-là, finalement, vous êtes un homme, une femme. Ce qui compte, c'est tout ce que vous apportez. Donc bien sûr, j'ai eu des difficultés comme mes collègues. Ces difficultés vous renforcent. J'avais pas envie forcément de vous témoigner tous les freins qu'on peut avoir dans le métier quand on vous voit arriver, que d'une part vous êtes jeune, d'autre part vous êtes une femme. Alors je vais vous rassurer, le fait d'être jeune, ça se soigne, hein. Chaque année vous prenez un an. Voilà. En revanche, le fait d'être une femme, voilà, c'est ce que je dis souvent à mes collègues, c'est que ça ne se soigne pas. Et même au contraire, c'est un avantage. Réellement, c'est un avantage dans nos métiers. Moi, je l'ai vu au quotidien. On me fait souvent remarquer que je suis une femme. Moi, je le sais, donc je ne remarque plus. Hein. Mais voilà, donc pour moi, quand je me présente, voilà, je représente une société, je représente un métier. Je me dis pas, bonjour, je suis Sabrina Fantin, je suis une femme dans le BTP. Bon, voilà. Donc ça paraît évident. Juste une petite anecdote, je profite pour faire une pause là. Je vois qu'il y a quelques hommes, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'aimerais savoir ce qu'ils ressentent, puisque nous au quotidien, c'est un peu ce qu'on... Voilà, on est dans le cas inverse. Donc c'est plutôt agréable, non, finalement, d'être une minorité parmi une majorité. Voilà. Et moi c'est pareil, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé parce que mon métier, c'est effectivement ma passion. Alors, je voulais le montrer juste après. Et je fais un métier super fun. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo décalée. J'ai commencé ma carrière il y a une petite quinzaine d'années. Je suis ingénieure de formation, enfin des diplômes d'ingénieur génie civil. D'ailleurs, ça me permet de vous dire, je suis obligée de me justifier, de vous dire que je suis ingénieur, j'ai fait mes études, ce qu'un homme ne dirait pas. Donc oui, je suis ingénieur génie civil. Pour moi, c'était une évidence d'aller au maximum des études initialement pour se dire, moi, je veux améliorer les conditions de travail de mon papa, donc je fais des grandes études. Bref. J'ai démarré ma carrière aux études de prix, donc à l'estimation d'ouvrage, puisque quand vous sortez d'école d'ingénieur et que vous dites, moi, je vais aller couler du béton, on vous dit, couler du béton. Oui, alors tu vas commencer au bureau d'études. Donc j'ai commencé au bureau d'études de prix en me disant, ouais, c'est bon, moi je suis une femme, j'ai pas envie d'aller aux études de prix. Finalement, j'ai adoré. J'ai adoré, ça a permis de voir un monde de la construction autrement, et ça m'a permis de faire tomber quelques préjugés sur nos métiers en disant finalement le BTP c'est que couler du béton, et non. Donc c'est là que j'ai commencé à rencontrer les autres parties prenantes, des clients, des maîtres d'œuvre, des riverains à qui il fallait argumenter, comprendre le besoin. Ensuite, quand même, j'ai eu l'opportunité d'aller sur chantier. Donc là, première anecdote, on me dit tu vas aller sur chantier, c'est une opportunité qu'on te propose maintenant, tu dois répondre dans la journée, c'est maintenant, c'est pas demain. Je dis oui, ok, d'accord. Par contre, moi, je veux pas faire QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Deuxième préjugé, je me suis dit non, ça c'est un boulot de femme, moi je veux pas, hein. Moi je veux faire un boulot de mec. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc je suis arrivée sur chantier, j'ai pas fait QSE, j'étais donc CET, coordinatrice études travaux. Et là encore une fois, une première barrière qui tombe. J'arrive sur chantier, je vois mon patron de projet qui était jeune. Hein. Il avait 40 ans, une petite quarantaine d'années. Moi à l'époque j'avais 24 ans. Et il me dit écoute, je t'ai pas choisi. Honnêtement, j'ai vu ton CV. D'ailleurs il n'y a rien. Si j'avais eu à choisir, je t'aurais pas prise. Donc là. Pour une femme, vous avez un challenge particulier, donc pareil, les yeux mouillés, vous rentrez chez vous, vous pleurez, c'est la fin du monde. Appelle mon mari, mais je comprends pas, pourtant je suis vachement douée, enfin je crois. Et du coup, je me dis, ok, c'est pas grave, hein, ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc j'ai commencé en tant que CET. Très rapidement, j'ai été en charge des travaux de tunnel également sur ce projet. Et puis au bout de 18 mois, je me suis un peu ennuyée.
voilà, sur le chantier. Puisque en fait, quand vous êtes sur un chantier, vous avez une vision très projet et finalement tout le reste de la vision de l'entreprise, vous l'avez un peu moins. Et j'ai été rappelée par mon ancien patron quand j'étais aux études de prix qui me dit « Sabrina, tu es une femme. » Oui. Et tu sais que c'est un avantage ? Ouais, alors oui, je sais. Et il me dit voilà, j'ai besoin de toi parce que je cherche une commerciale. Et il faudrait que tu viennes parce que tu vois, quand tu parles avec les hommes, c'est pas pareil. Une femme, c'est pas pareil. Alors là, j'étais outrée. J'étais hors de moi en disant mais c'est quoi ça? C'est pas normal, je comprends pas. Moi, je suis une technicienne, j'ai fait du béton, les travaux souterrains, je suis dedans depuis toute petite. Et là, avec le recul, hein, toujours pareil, quand on vieillit, on prend un peu plus de recul. Je me disais qu'il avait raison. Il avait raison, pas parce que j'étais une femme par rapport à des clients masculins, simplement par rapport à la sensibilité que nous pouvons avoir et la vision que nous avons sur les projets, ajoutée à la compétence technique. L'écoute que l'on a de nos clients, l'écoute des besoins que l'on a de nos partenaires, et effectivement, ça fait la différence. Donc, c'est comme ça que je suis partie dans une carrière un peu plus commerciale. Donc, vous voyez, hein, on part du béton, alors pour toutes les étudiantes, même pour toutes les autres, hein, on part du béton pour arriver à de la stratégie et du développement. Et tout ça dans des passerelles assez faciles, quel que soit votre diplôme d'origine. Une fois que vous avez des motivations, les portes s'ouvrent facilement. Donc du coup, j'ai poursuivi ma carrière en commerce. Je me suis rendu compte qu'effectivement, nos clients masculins étaient plus sensibles à l'approche qu'on pouvait avoir des projets. Nos clients féminines étaient super contentes d'avoir enfin des gens à qui elles pouvaient parler qui étaient un peu comme elles et avaient les mêmes difficultés. Donc un véritable avantage. Et puis surtout, moi je remercie tous les jours ce que m'a transmis mon papa notamment, puis la force que m'a transmis ma maman également, c'est de se dire qu'il faut toujours croire à ce que l'on fait et croire voilà, au maximum des possibilités. Et surtout pas se mettre de frein, puisqu'en fait, finalement, on parle des hommes, mais les plus grandes barrières que l'on se met, c'est nous, les femmes, qui nous les mettons. Parce que moi, tous ceux qui m'ont permis d'être parmi vous ce matin, globalement, ça a été que des hommes. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas un ou deux qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais globalement, c'est nous qui nous mettons... voilà, il faut être la meilleure, il faut être la première, il faut être la tôt le matin, tard le soir, la famille, le mari, enfin, tout au top, quoi. Bon, alors des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins. Moi aussi, mes plus grandes victoires, c'est mon époux et ma petite fille que vous voyez en haut. On parlait de congé maternité, c'est ça qui en parlait. Alors moi, j'ai travaillé au maximum voilà, avant d'accoucher. J'étais très bien. À la maternité, il y avait ma fille qui dormait, moi qui répondais à mes mails, et ça allait très bien. Et je le vivais très bien. En fait, à partir du moment où vous l'acceptez, vous le vivez simplement, tout est possible. À tous ceux qui se posent la question de savoir comment on fait pour mettre la vie privée d'un côté, la vie pro de l'autre, est-ce que c'est pas difficile de gérer les deux en même temps? Moi, c'est complètement mixé. Voilà, comme ça, il n'y a pas de difficulté. Et mon métier, c'est ma passion. Donc, quand vous le faites avec le sourire, quand vous y allez avec de l'énergie, finalement, vous n'avez plus de freins. Les freins qu'on aimerait vous mettre, voilà, vous arrivez à passer largement au-dessus. Donc moi, c'est plutôt un témoignage très positif que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. J'ai eu des moments un peu plus difficiles où on a douté, les compétences, elles étaient là, elles n'étaient pas là, on ne savait pas trop. Et puis finalement, il faut être sûr de soi, il faut y aller en confiance. Et puis surtout, quand vous aimez ce que vous faites, homme ou femme, c'est bien pareil. Donc c'est plutôt les autres qui vous font remarquer que vous êtes différente. En fait, vous n'êtes pas différente, vous êtes comme les autres. Vous avez des talents différents, on a chacun un talent différent. Donc moi, tous les jours, je m'astreins à faire la même chose. J'ai une équipe qui est plutôt féminine. Voilà, c'est comme ça. Pour plein de raisons, pour l'engagement, pour la volonté. J'ai une équipe aussi qui est avec des personnes plus âgées, des jeunes, de différentes origines. Donc finalement, soyez comme vous êtes. Non, ça c'est McDo qui dit ça. Je n'avais pas prévu de dire ça. Venez comme vous êtes. Je n'avais pas prévu de dire ça. Non, enfin, moi simplement ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne vous mettez pas de limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible. Les seules barrières que vous pouvez vous mettre, c'est les vôtres. Alors surtout, dépassez-les. Super. Merci beaucoup, Sabrina. Et pour terminer, alors une petite ouverture et introduction inspirante par Claire Schneuring, qui est Talent Director chez Vinci Construction. Bon. Merci Claire.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Talent and Learning Director chez Vinci Construction. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pilote les projets formation et gestion des talents au sein du pôle construction. Cela fait 13 ans que je travaille dans le BTP et moi aussi j'adore ça. C'est un secteur qui me passionne, même si au premier abord, en dehors de Vinci, quand on me voit, parfois on s'étonne. La semaine dernière encore, à une soirée, un ami d'amis, voilà, en faisant connaissance, me regarde et me dit « Ah, toi, je suis sûre que tu travailles dans la mode. » J'ai dit « Presque. Presque. Je travaille en mode projet, mais dans le BTP. » Donc, ça m'arrive assez souvent, mais bon, moi, ça me fait plaisir d'étonner les gens. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler d'un couple, enfin plus spécifiquement de l'homme sur la photo. Lui, il s'appelle Venerio. Il est né en Italie en 1929 et il est arrivé en France pour travailler chez un oncle dans le bâtiment en tant que maçon. Alors vous l'aurez peut-être deviné, Venerio, c'est mon grand-père maternel. Alors oui, parce que Schnöring, c'est pas très italien. Et donc Venerio venait d'une famille très modeste, de 9 enfants. Quand il est arrivé en France, il n'avait absolument rien. Il avait juste 2 chemises. Une chemise pour aller travailler et une chemise pour aller danser. Et c'est d'ailleurs grâce à la 2e chemise qu'il a rencontré ma grand-mère, Eriana, sur la photo. Et c'était une personne vraiment extraordinaire, qui avait un cœur grand comme ça. Je peux même pas vous le faire avec mes mains, sinon on m'entend plus. Qui était charismatique, qui était authentique, simple, et qui avait des mains en or. Il a construit de ses mains 5 maisons qui ont constitué le patrimoine familial, qui a permis à ma mère et sa sœur de faire des études plus tard. Et il avait des valeurs humaines très fortes qui m'a transmises. Et ces valeurs, je les retrouve aujourd'hui dans les hommes et les femmes du secteur de la construction. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce secteur, pour toutes ces valeurs, cette simplicité, cette authenticité, ces rapports francs. On a vraiment l'impression d'être dans une grande famille. Et quand je vois tous ces témoignages ce matin, ça conforte mon point de vue là-dessus. Alors bien entendu, je ne travaille pas moi directement sur un chantier. Hein. Je travaille en ressources humaines. Alors je précise que je n'ai pas de chat. Bon, voilà. Ce n'était pas moi. Mais force est de constater, ça on l'a vu tout au long de la matinée, que c'est un secteur qui attire davantage les hommes que les femmes. Aujourd'hui, Thierry a rappelé les chiffres en introduction. On a moins de 30% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On en recrute 28% et on arrive chaque année à dépasser petit à petit, à tendre vers les 25% de femmes. On est encore à 21% dans la construction. Et autre problème, les femmes qui sont chez nous, on n'a pas suffisamment de femmes directrices. Donc, comme le disait Alice, en termes de rôle modèle, on a peu de visibilité. Il y a 11% de femmes opérationnelles chez Vinci Construction. Alors, de mon expérience depuis plus de 10 ans maintenant dans la construction, auprès des étudiantes dans les écoles d'ingénieurs ou en parlant avec des femmes opérationnelles, j'ai
au-delà des facteurs extérieurs liés à l'environnement et aux hommes, j'ai identifié deux freins, deux biais chez les femmes. Alors le premier frein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Alors vous en êtes peut-être victime. Hein. Ça consiste à travailler de manière excellente, parfaite, et généralement, les femmes ont tendance à faire ça. Et on se dit, si je fais mon travail de manière excellente, forcément, à un moment, s'il y a une promotion ou le poste du dessus, on viendra me le proposer. Mais alors, vous savez ce qui se passe généralement dans ces cas-là, rien. Ouais, voilà. Et le deuxième syndrome, c'est... il me manque un slide. C'est bon. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand la modestie devient pathologique. Là aussi, on en a parlé dans la matinée. C'est parfois, on va se mettre soi-même des freins, se dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime à piloter ce projet voilà, et pourquoi moi je postulerais à ce poste et finalement on ne fait pas les choses. Et dans les deux situations, au final, on devient frustré, on peut se démotiver et parfois des femmes peuvent quitter l'entreprise ou ne pas nous rejoindre. Et au final, ça devient un problème pour l'entreprise qui perd une partie de talents de femmes. Et donc, ça devient aussi un problème pour les RH et donc le mien au final. Donc, puisque je suis convaincue qu'aujourd'hui, la mixité, la diversité est source de richesse, de par l'apport de points de vue différents, j'aimerais partager avec vous deux pistes, deux voies, que vous preniez conscience de deux voies pour mieux vivre votre quotidien et puis continuer à progresser. Alors la première voie s'appelle croire en soi. Alors, on a eu aussi de belles illustrations au cours de la matinée. Alors petite anecdote, quand j'avais 12-13 ans, j'avais des résultats corrects à l'école, mais sans plus. Et un jour, j'ai entendu un ami de mes parents dire, en parlant de moi, d'un ton assez condescendant, non mais Claire, plus tard, elle sera infirmière, et ce sera très bien. Alors, j'ai assez mal pris le fait qu'il critique le métier d'infirmière, qui est un très beau métier, qui était d'ailleurs le métier de ma grand-mère, Ariana, celle que vous avez vue sur le premier slide, qui était une personne également formidable. Et deux, je me suis dit, mais qui est-il pour juger, critiquer mes choix? Et ce jour-là, je me suis dit que personne ne prendrait des choix ou ne jugerait mes choix dans la vie. Donc croire en soi, ça commence par savoir qui on est, savoir ce qu'on veut et se raconter la bonne histoire. Et se raconter la bonne histoire, c'est se parler positivement. Voilà, il faut se parler positivement et être fier de soi. Donc j'aimerais que je propose une minute, 30 secondes interactive, que vous vous posiez la question, toutes et tous dans cette salle, de quoi suis-je fier aujourd'hui? Est-ce que vous avez une idée? Ça peut être votre carrière, votre famille, votre courage, votre force de caractère. Et vous avez tous une fierté en tête? Quelqu'un veut partager sa fierté?
J'ai pas tout entendu la fin, mais... Une fierté. Ouais. C'est effectivement une fierté d'être ici aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis fière d'être une femme dans le BTP, fière d'être parmi vous. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler tous les jours et ça fait du bien. Donc être fier de soi, se parler positivement, valoriser aussi ses points forts, capitaliser sur ceux-ci. On a tous, je rejoins Sabrina aussi là-dessus, on a tous un talent, quel qu'il soit. Si vous en avez un, capitalisez à fond dessus. Moi, par exemple, je sais que je suis hyper organisée, structurée, et voilà, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je gère des projets en transverse au niveau du pôle, plus qu'un poste de DRH opérationnel, puisque je sais que c'est ma force, donc je capitalise au maximum sur ça. Et enfin, croire en soi, c'est aussi accepter ses imperfections. C'est faire un travail sur soi permanent pour progresser, donc accueillir les feedbacks, tout le type de feedback, transformer même les feedbacks qui parfois sont un peu ardus pour en tirer le meilleur. Et garder en tête quelque chose, ne jamais en faire une affaire personnelle. Si quelqu'un vous critique, vous fait une remarque très négative, généralement c'est lui qui a un problème, hein, c'est pas vous. Donc gardez ça, restez droite dans vos bottes, hein, les nez boutins ou autres, ou vos escarpins, et gardez, restez confiant en vous. Là aussi, j'ai une anecdote sur le sujet. Je suis pas sur chantier, mais parfois aussi dans les bureaux, on peut avoir ça peut monter dans les tours. C'était il y a 7 ou 8 ans, donc c'était au début chez Vinci. Je regardais les offres d'emploi sur le site internet et j'avais remarqué qu'il y avait une centaine d'annonces qui étaient écrites en majuscules. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lis un texte en majuscules, j'ai un peu l'impression qu'on crie. Donc j'envoie un message à la personne qui était en charge de diffuser les annonces et j'envoie un mail, je lui dis excuse-moi, j'ai remarqué que certaines annonces étaient écrites en majuscules, je pense que ce serait mieux de les écrire en minuscules. Voilà, pour un confort de lecture, enfin je donne des arguments qui me paraissent sensés. Puis après je passe à autre chose et 5 minutes après, j'ai une sorte de dragon qui arrive dans mon bureau, qui me traite de tous les noms d'oiseaux en me disant qu'on a autre chose à faire que de travailler sur la taille des lettres et la couleur sur le site internet, et qui part en claquant la porte, mais ça en fait décrocher un cadre. Alors, moi, je vous avoue que sur le coup, j'étais choquée, parce que je pensais faire mon job de manière professionnelle, et ça m'a affectée pendant un certain temps, pendant un ou deux jours. J'avais même les larmes aux yeux, parce que quand on a de la violence comme ça et qu'on s'y attend pas, ça fait bizarre. Mais avec le recul, et puis quelques jours plus tard, j'ai compris que cette personne-là avait vécu une situation personnelle difficile. Elle avait enchaîné une loi des séries assez terrible, et je me suis juste trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, et donc c'est moi qui ai tout pris, mais voilà, elle s'était excusée après, et on a remis les choses à plat. Donc voilà, parfois la non-réaction est la meilleure réaction. Et enfin, deuxième voie. Et ça, vous avez eu des bonnes illustrations ce matin. J'appelle ça se donner à 100%. Exprimez votre talent, on en a tous, on l'a dit. Faites preuve de courage, de ténacité. Osez, c'est vrai, ça c'est quelque chose d'important. Osez demander, voilà, vous méritez une promotion, vous méritez une formation, vous avez un projet en tête qui vous tient à cœur.
Demandez-le, qu'est-ce que vous risquez? Ou pire, c'est qu'on vous dise non. Voilà. Et que vous restiez dans la situation que vous vivez déjà. Et au mieux, c'est qu'on vous dise oui. Et assez souvent, on vous dit oui. Et ça, des exemples, j'en ai également de très, très nombreux. Chez Vinci Construction, nous lançons cette année, grâce au travail d'un groupe mixte, un vaste programme de coaching pour les femmes managers, futures directrices, pour les accompagner dans cette voie de développement. Et j'espère que dans cette salle, il y aura des personnes qui pourront bénéficier de ce programme à terme. Je souhaite vraiment participer, moi, au développement des carrières des femmes dans l'entreprise. Et ce programme est une réponse parmi d'autres qui ont été cités ce matin. Alors pour terminer sur cette diapo, j'aurais également vous proposer une minute interactive. C'est d'allumer votre téléphone et d'ouvrir votre to-do list. Vous avez sans doute une to-do list sur votre téléphone. Vous avez tous et toutes sans doute un projet en tête ou une envie. Une formation, une promotion, un projet perso que vous reportez tous les jours. Voilà. Prendre du temps pour faire du sport, je ne sais pas. Et vous le notez sur votre to-do list. Et comme ça, à chaque fois que vous la réouvrez, à un moment, faut la rayer. Et si vous ne l'écrivez pas, si vous ne le notez pas, vous n'allez pas vous engager. Donc, je propose de vous engager. C'est bon, vous l'avez? J'espère que ce projet s'accomplira. Je vous le souhaite. Je vous souhaite que vous trouviez toutes et tous la voie de l'épanouissement. On a eu de très beaux exemples ce matin. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Oui, je peux reposer le micro. Du coup, vous avez entendu donc nos différentes intervenantes. J'imagine que vous avez des questions. On a préféré les enchaîner comme ça pour laisser un temps d'échange. Alors, est-ce que vous auriez des questions pour Sabrina Fantin, pour Alice Blouette, pour Valérie Doré, pour Florence Gambard? Voilà, vous pouvez les poser dès à présent. On a 10 minutes, de préférence des questions un peu courtes, histoire qu'on puisse en avoir plusieurs. Une volontaire pour briser la glace. Ou un volontaire. Ah, mais nous avons un volontaire. Parfait. Merci. Bonjour. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans vos interventions à toutes, en fait, c'est que vous avez toutes remercié les hommes qui vous ont donné la chance ou qui ont cru en vous. Et moi, je trouvais que ça mettait en avant justement un problème, c'est que vous avez remercié que des hommes. Et comment on fait du coup pour changer cette donne? C'est-à-dire que en fait, ça veut dire qu'au-dessus, c'est toujours des hommes qui sont en poste. Donc comment on fait pour changer ça dans le métier, dans des secteurs comme le BTP qui sont censés, je mets bien les guillemets, être très masculins et attirer plutôt des hommes? Je vais faire une première réponse. Je pense qu'on a toutes remercié des hommes, puisqu'en fait, quand on a démarré, il n'y avait que des hommes à des postes de responsabilité. C'est encore un peu le cas. On parlait d'exemplarité, notamment dans les nominations des directions. Pour répondre à votre question, comment on fait? Moi, je transmets ce qu'on m'a donné. Donc, on m'a beaucoup donné. J'ai la chance aujourd'hui d'être dans une position où, à mon tour, je peux beaucoup donner. Alors, je donne, bien sûr, aux femmes qui, comme je vous disais, dans mon service, il y a beaucoup de femmes. Donc, je donne aux femmes surtout l'opportunité qu'elles puissent s'exprimer. Et je donne aux hommes, si je peux le dire comme ça, oui, ça me fait bizarre, je donne aux hommes la compréhension et l'ouverture d'esprit qu'ils doivent avoir quand ils sont avec des collègues féminines. Donc,
Moi, il y a 15 ans, il n'y avait pas de femmes à des niveaux de direction. Et aujourd'hui encore, si je devais, moi, remercier des femmes au-dessus, à part ma maman, je ne vois pas qui je remercierais. C'est pas mieux, effectivement. La difficulté, c'est qu'au départ, il n'y a que des hommes. Et que, voilà, donc moi, effectivement, à mon tour, j'essaye de partager, de parrainer, de marrainer, appelons ça comme on veut, plutôt de marrainer des femmes. Là, sur le chantier actuellement, on a un taux d'encadrement féminin qui est extrêmement important. Et voilà, enfin, j'encourage tout ça. On a un réseau féminin qui se développe au sein de Vinci. Parce qu'il y a des coups de mou, hein, faut pas se raconter la belle. Là, on a fait les mignonnes, là, mais il y a des fois, on n'a pas le moral. Hein. Non, mais sérieux, hein. Moi, je peux vous dire que mercredi soir, j'emmenais pas large. Hein. Donc voilà, donc il y a tout ce réseau. Donc c'est ça qui peut faire qu'on va y arriver. Et on manque, comme on l'a dit, de modèles. Mais ça va arriver, c'est sûr. On va les créer. Oui, voilà. Ouais, t'as raison, pourquoi pas nous? Ouais. Vous êtes bien sur scène, donc vous jouez le rôle de modèle quelque part. Ah, Florence, vous avez quelque chose à rajouter? C'est vrai qu'il y a un petit peu de recul quand on regarde des femmes qui ont des grandes positions chez Vinci. On se dit, mince, j'aurais dû être directeur de la com, j'aurais dû m'occuper de la sécurité, j'aurais dû faire de la gestion. Ça m'a l'air d'être plus simple quand même. C'est vrai que quand vous faites des travaux, forcément, vous êtes dans le secteur où vous êtes le plus en minorité. Donc il y a plus d'hommes, puis il y a beaucoup plus de concurrence. Donc je pense que peut-être qu'une bonne voie, c'est peut-être effectivement de passer par les quotas. C'est peut-être un peu moche ce que je vais dire, mais t'es pas d'accord? Je suis pas du tout pour les quotas. Pourtant, je suis pour la cause, c'est pour ça que je suis là, hein, évidemment, mais avoir des quotas et s'imposer les choses, c'est aussi éventuellement exposer des femmes qui ne sont pas prêtes à des postes pour lesquels elles ne sont pas préparées. Et on va dire, oui, regardez, on a un quota, on a 40%, mais alors il y en a la moitié qui sont achetées parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas non plus que les quotas aient un effet pervers, un effet négatif là-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut plus qu'il y ait de la volonté et de la bienveillance et de scruter, de former, etc. pour amener. Mais les quotas, moi, perso, je suis pas pour. Parce que je pense qu'on va exposer des femmes et les hommes pourront dire, ah ben voilà, regardez, ok, on a les femmes, alors les cruches, bonjour. Alors, déjà on se fixe... On se fixe des objectifs, mais on ne met pas de quota, parce que de toute façon, le quota, la discrimination positive est illégale en France, donc on ne peut pas mettre de quota. C'est illégal. Après, on peut se fixer des objectifs. Donc, on s'est fixé 25% effectivement de femmes managers, donc de femmes cadres. Au niveau de Vinci Construction, on va lancer un vaste plan mixité très prochainement, où on va également se fixer des objectifs en termes de promotion, donc pour avoir augmenté notre part de femmes directrices et aussi nos exécutives, pour avoir davantage de rôles modèles dans l'entreprise. Mais après, on va plutôt favoriser des actions de développement des femmes qui ont les compétences et la technique, plutôt que de se dire on met un quota. Après, parfois, dans les recrutements, les femmes, les candidatures de femmes peuvent être écartées, et pour éviter qu'elles soient écartées, on a demandé à ce que systématiquement, il ne faut pas étudier, un CV de femme soit mis dans les shortlists. Mais après, si l'homme est meilleur, on prend l'homme, et si la femme est meilleure, on prend la femme. L'idée, voilà, c'est pas obligatoire de l'embaucher, mais disons de l'étudier. Donc, on va peut-être laisser un petit peu peut-être pour d'autres questions qui sont peut-être dans la salle. Le débat, je pense, pourra se poursuivre. Alors, il y a un micro qui se déplace. Bon, sinon, voilà, on donne celui-ci.
Mais voilà, laissez un peu le temps et on continuera après les débats type quota, etc. au niveau du petit-déj. Allez-y. Pour moi, c'est plus un commentaire qu'une question. C'est qu'on parle beaucoup des formations pour les femmes qui veulent être managers, mais vous n'avez pas beaucoup parlé des formations des hommes qui sont déjà dans ces postes de responsabilité et qui doivent peut-être être formés dans la diversité, dans le management de la diversité. Parce que finalement, c'est ça. S'il y a des femmes, vous êtes en train de nous dire qu'il faut que vous soyez moins modestes, il faut que vous y allez demander ces augmentations, mais finalement, c'est peut-être aussi aux hommes de se rendre compte qu'ils ont des femmes qui bossent pour eux, qui sont peut-être plus modestes, et ça, c'est pas quelque chose de mauvais. Attends, j'ai la main qui tremble. Et finalement, c'est à eux d'aller les voir et dire bon, je pense que vous êtes prêtes pour reprendre des responsabilités et aussi que ça vienne d'un homme, que ça soit pas seulement les femmes qui doivent être là à 100%, qui doivent être différentes de ceux qui sont. Et je trouve que c'est quelque chose qui est important de matisser. Merci. Il y a également des formations qui sont organisées là, par Vinci et pilotées par Vinci pour embarquer les hommes sur le sujet. Donc, on pense à eux, hein, bien sûr. On a un micro qui circule. Voilà. Question suivante. Bonjour, je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes aujourd'hui et notamment qu'il n'y ait pas un homme qui ait témoigné pour dire en fait nous on veut des femmes. Enfin, il y a eu la présentation, mais pour dire en fait on travaille avec des femmes et en fait ça se passe bien et ça apporte d'autres talents, d'autres points de vue, une vision différente, parce qu'en fait je pense qu'on n'arrivera pas à la mixité si on n'embarque pas les hommes avec nous. Et je trouve dommage que dans un groupe comme Vinci où il y a une majorité d'hommes, aujourd'hui on se retrouve quasiment qu'entre femmes et qu'il y ait quelques hommes qui croient à la cause, mais qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui soient là et qu'en fait on aurait dû être... Enfin après c'est mon avis, mais peut-être qu'il y aurait dû avoir plus de travail au sein du groupe pour dire venez parce qu'en fait c'est pas un truc entre femmes, c'est un truc entre êtres humains et entre hommes et femmes pour plus de mixité, pour représenter la société et pour construire un homme qui soit représentatif, enfin un monde qui soit représentatif des hommes et des femmes, et que la mixité on la retrouve dans la vie civile à quasiment 50% et que du coup aujourd'hui on a besoin de la retrouver dans les gens qui construisent la ville et le bâtiment quoi. Du coup, je suis un peu étonnée. Merci pour cette remarque, c'est très pertinent. Alors après, c'est vrai qu'on a choisi de faire des témoignages de femmes, mais la réflexion sur le sujet-là, on travaille beaucoup avec les hommes, et on a d'ailleurs, j'ai piloté un projet dans lequel ont participé à des femmes qui sont dans cette salle, dont Sabrina, qui s'appelle Open, et où on avait un groupe de 20 hommes et 20 femmes qui ont réfléchi au plan d'action mixité. Donc, ce plan a été totalement co-construit par des hommes et des femmes, et là, on avait une mixité parfaite. Et j'ai animé plusieurs réunions, et il y a des réunions où il y avait même plus d'hommes que de femmes. Alors, peut-être parce que la première réunion était filmée, et il y avait beaucoup de femmes, et ils se sont dit, tiens, ça a l'air sympa. Et non, mais plus sérieusement, vraiment, ils sont engagés, et tous les hommes qui sont venus à ces réunions étaient, mais même parfois, on a eu quelques-uns, vraiment très moteurs, notamment David dans ton groupe, pour porter les projets en faveur d'une plus grande mixité. Parce qu'eux aussi, ils voient l'intérêt à représenter, à avoir une entreprise qui représente davantage la société civile, comme vous le disiez, et d'avoir un environnement de travail plus épanouissant pour tous, toutes et tous. Oui, pour compléter, je crois qu'en tout cas des hommes que je peux côtoyer au travail, il y en a peu qui sont mécontents d'avoir des femmes dans leurs équipes. Ils sont au contraire très contents, pour plusieurs raisons. Pour l'engagement déjà, parce que les femmes s'engagent à 200-300%. Parce que globalement, au niveau de l'équipe, les stats le prouvent, le QI augmente, mais pas que ça. Je pense que chacun se comporte différemment, déjà, ça c'est vrai. C'est le côté positif. Ça devient plus compliqué quand hiérarchiquement on commence à monter, puisque la pyramide très française, la pointe, elle est de plus en plus fine.
Et donc là, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont plus à dire mais attends, si elle est là, c'est parce que c'est une femme. Voilà, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu es là au moment où tu es, c'est parce que tu es compétente. Parce qu'on ne dit pas ça d'un collègue masculin. Donc globalement, les hommes, alors c'est vrai que c'était pas l'objet aujourd'hui, c'était plus du partage. Ils sont très contents. Moi, j'ai eu pas mal de SMS ce matin de notre comité de direction en disant allez, bonne journée, super. Alors, je n'ai pas tous les jours, hein, mais aujourd'hui, j'ai eu pas mal de SMS et qui sont voilà, plutôt très moteurs, puisque eux aussi ont des épouses qui, elles aussi, ont des carrières aussi importantes. Et si je peux juste rajouter quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je déplore le fait qu'il y ait peu d'hommes aujourd'hui, mais je pense que, je me mets à leur place et dire à son patron, je serai un petit peu en retard demain matin parce que je vais à une conférence sur les femmes dans la construction. Moi déjà, le fait de venir aujourd'hui, le fait d'avoir participé il y a quelques semaines à un forum Elle Bouge, donc pour la cause féminine, j'ai vraiment eu l'impression de faire mon coming out à mon patron. Quand j'ai expliqué ça à mon manager, il m'a parlé de quotas, il m'a parlé de femmes qui étaient à des postes à responsabilité et qui devraient pas l'être, etc. parce qu'elles étaient incompétentes. Du coup, c'était pas du tout la question. Moi, j'étais vraiment surprise de la réaction. Alors, je pense que, déjà pour moi, c'était presque difficile de venir aujourd'hui et de l'expliquer autour de moi. Alors je me mets à la place des hommes, je pense que c'est encore plus difficile. Alors j'ai pas la solution malheureusement, mais ça va être la dernière question. Après on poursuivra les échanges sur le petit déjeuner. C'est pas une question, c'est une expérience, parce que moi ça fait longtemps que je suis dans des endroits où il y a plus de femmes que d'hommes. Je me rappelle en 1972 les premières journées de dénonciation des crimes contre les femmes à la Mutualité, où on était admis dans la salle qu'à condition d'être passé par la crèche où on gardait les enfants des femmes qui étaient dans la salle principale. Et juste un truc dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est que la qualité des interventions de ce matin, elle tient aussi au fait que c'est une salle dans laquelle il y a majoritairement des femmes. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué que les femmes s'expriment plus facilement dans des milieux plus spontanément, plus forts, comme on l'a vu ce matin, dans des endroits où il y a surtout des femmes. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va poursuivre ces échanges, bien sûr, de manière peut-être un peu plus informelle autour d'un café et d'un croissant. Juste avant, je vous rappelle, pour notre prochain événement, donc mardi soir à 19h sur l'IA, on lance notre série de rencontres dédiées donc, à l'intelligence artificielle sur la question de l'IA face aux réalités du bâtiment, donc l'IA dans la construction et l'exploitation. Voilà, je vous invite à vous inscrire dès maintenant sur notre site. Je vous remercie.